Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. L'actualité est dominée par les contradictions entre sociétaires de l'Union sacrée autour de la taille du prochain gouvernement. À en croire ces derniers, la première ministre a émis les vœux de proposer une équipe gouvernementale des 45 ministres. Une décision qui n'est pas du tout partagée par quelques membres de la coalition au pouvoir, notamment Vital Kamerhe, qui préconise la mise en place d'une équipe gouvernementale à la taille de la RDC, une démarche qui est partagée par Laurent Batoumona, allié de l'UDPS, qui considère aussi que 45 ministres, c'est insignifiant pour satisfaire les appétits de tout le monde. De l'autre côté, Bahati Lukwebo préconise quant à lui la réduction de la taille du gouvernement, question de réduire aussi les dépenses prises en charge par le trésor public. Est-ce que le président et la première ministre auront la tâche facile pour gérer ces différentes frustrations? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la répartition des postes au niveau de l'Assemblée nationale quant à la composition du bureau définitif dont la mise en place est annoncée dans les prochains jours. Hier, une plénière ou une réunion s'est tenue et à l'issue de cette réunion, les pouvoirs sont accaparés. Postes sur les 7 qui forment le bureau de l'Assemblée nationale. Un seul poste octroyé à l'opposition, c'est celui des rapporteurs adjoints. Entre-temps, la même opposition exige également qu'on puisse lui accorder le poste des deuxième vice-président. Est-ce que l'opposition sera en mesure de faire passer sa décision ou sa plaidoirie? Nous allons tenter d'analyser l'affaire au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec les dossiers Nicolas Kazadi, qui est accablé par des révélations, des détournements et des surfacturations dans le projet des forages d'eau, mais aussi des lapendaires à travers la République. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons dans cette émission avec monsieur Fidèle Banso, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs de Perfect Télévision. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bon, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Vous savez très bien que... Ce qui ne marche pas, vous avez quitté l'opposition. La République est arrêtée. Parce que l'opposition n'est cadrée pas encore. Déjà 4 mois bientôt, la République, tout est presque stagnant. Rien ne marche. Aucun gouvernement, aucune institution. Pas de bureau définitif à l'Assemblée nationale, pas du bureau définitif au Sénat, pas de gouverneurs, donc pas des assemblées provinciales presque. Donc jusque-là, nous pouvons dire que la République est arrêtée par un groupe d'individus qui veulent toujours continuer à se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les tractations, qui va prendre quoi. Et ça n'arrange pas le peuple. Très bien, on va justement parler de ces tractations autour de la formation du gouvernement. Vous avez suivi les contradictions entre les différents sociétaires de l'Union sacrée autour de la taille du gouvernement. D'après eux, la première ministre préconise une équipe gouvernementale composée de 45 ministres. Et certains estiment que 45 ministres ou 45 ministères, c'est pratiquement insignifiant. On ne saura pas satisfaire tout le monde, et Vital Kamerhe est allé même jusqu'à dire que nous devons avoir un gouvernement à la taille de la RDC. Laurent Batoumona estime aussi que 45 ministres, c'est pratiquement rien au regard des partis politiques ou regroupements qui forment l'Union sacrée. Et Bahati, quant à lui, préconise la réduction du train de vie des institutions. Est-ce que la première ministre sera-t-elle influencée par ces différentes opinions? Merci beaucoup de la question, monsieur Hervé. Je pense que nous avions eu à parler encore de ce sujet la fois dernière, où nous avons fait voir que même 45 ministres, c'est beaucoup. Parce que les peuples congolais souffrent. Parce que tous ces ministres-là, c'est toujours le budget de l'État qui sera entaché, qui sera plus focalisé sur la prise en charge de tous les membres du gouvernement et leur cabinet. Je pense que la proposition de la première ministre ou du premier ministre
elle est à saluer, mais pour moi, je pense qu'on peut aller encore en deçà, jusqu'à même à 30 ministres. Voilà pourquoi je salue l'idée du professeur Modeste Bahati Tilukwebo, qui a préconisé que l'on puisse réduire encore sensiblement la taille du gouvernement. 45 ministres, pourquoi? Nous avions dit la fois passée, il y a des ministères qui ne valent pas la peine d'être, notamment agriculture, pêche et élevage, développement rural. Ça, c'est déjà un ministère. On prend par exemple fonction publique, travail et prévoyance sociale. C'est un ministère. Budget, finance, portefeuille. C'est un ministère. Je pense que... Enseignement supérieur, tout ce formation qui est professionnelle. Ministère de l'Éducation nationale. Affaires sociales, affaires humanitaires. Imaginez-vous. Justice, droits humains. Moi, je pense que si le président de la République, nous rappelons que ça, c'est son dernier mandat. Que les gens ne passent pas en train de lui parler dans les oreilles, voilà, on peut faire ceci, on peut tripatouiller ceci. Non, la Constitution est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est le dernier mandat du président de la République. Et donc, s'il veut qu'il réussisse normalement, il doit d'abord commencer par, diminuer la taille du gouvernement. Parce que tous ces gens-là, tous ces ministres-là, ils ont des cabinets, ils ont des indemnités comment ça s'appelle, d'entrée ou comme de sortie. Et tout ça, ce sont des montants pharaoniques qui ne profitent qu'à ces heureux nominés. Pour nous, peuple, nous pensons que c'est vrai, il y a les critères de compétences, il y a aussi la taille qui doit vraiment être revue à la baisse. Si la première ministre peut au maximum aller jusqu'à 45, mais au minimum aller même jusqu'à 30 ministres. Très bien. Je pense que ça peut nous aider. La réduction de la taille d'un point de vue social, ça s'explique. Mais sur les plans purement politiques, est-ce que vous essayez d'imaginer les frustrations que peut engendrer cette décision? Hervé, même si on pouvait amener ce gouvernement à 100 personnes, il y aura toujours des frustrés. Ils ne peuvent pas manquer. Est-ce que le président de la République va agir ou peut agir pour assouvir à la soif des uns et des autres? C'est l'impression que les acteurs politiques nous donnent. Le président de la République a une vision. Il veut amener la République du point A vers le point B. Et pour y arriver, pour y parvenir, il y a des préalables. Entre autres, la réduction sensible des trains de vie des institutions. Et pour réduire les trains de vie, on commence d'abord par réduire la taille du gouvernement. Si un ministre, par exemple, toucherait 50 000 $ et qu'on a, par exemple, 30 ministres, vous voyez, ça réduit un peu. Mais si on avait 60 ministres, comme les gouvernements passés, 50, 55, mais c'est beaucoup, c'est de trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais il y a des partis politiques mallettes qui n'ont rien apporté dans l'Assemblée nationale pour qu'ils méritent un siège. Et j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. On voit même quelqu'un qui a 4 députés, on va lui donner un ministère. On voit pas quelqu'un qui a eu 10 aussi un ministère. Comment ça, on peut expliquer ça? Quelqu'un qui a 10 députés, on a vu la répartition des sièges d'après les programmes qu'on a vu sortir dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a 10, 8, jusqu'à 4, même jusqu'à 3 députés. On dit qu'on lui donne un siège. Pourquoi? Si quelqu'un n'a eu que 3 députés, si le principe est qu'il faut avoir 8 députés pour mériter un ministère. Mais tous ceux-là qui ne sont pas dans les critères, ils peuvent être ailleurs, dans les entreprises, on peut les envoyer dans d'autres services. Comme ambassadeur peut-être. Oui, comme ambassadeur, comme DG d'une entreprise. Mais est-ce que tout le monde peut être au gouvernement? Vous avez votre regroupement à 4 députés, on vous donne un ministère. Et celui qui a 8, on lui donne un ministère. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Je pense que les politiciens, s'ils sont là vraiment pour les peuples, ils ne peuvent que accepter sportivement ce que la première ministre a donné comme proposition. Et nous, peuple, nous allons encore proposer, nous demandons au président de la République de réduire encore, comme le professeur Bahati l'a proposé, d'aller même jusqu'à 30 députés, 30 ministres ou même 35 au maximum.
Est-ce que l'attitude affichée à ces jours par les différents acteurs politiques rassure-t-elle quant à la prise en charge ou à la prise en compte des soucis ou des desiderata de la population? Tenez, il y a actuellement, à Kinshasa par exemple, un terrain vraiment très avancé de toutes les routes pratiquement. On ne sait plus se déplacer d'un point A vers B en respectant le timing. Il y a des embouteillages, il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité. Plus personne n'en parle. Tout le monde a les yeux braqués sur le gouvernement. Cette attitude rassure quant à la prise en charge des desiderata de la population. Hervé, vous devez savoir que nous l'avons toujours dit, les politiciens dans notre pays se battent pour leur ventre, pour leur famille. Il n'y a pas question de peuple ici. Les politiciens congolais se battent pour leur famille, leurs enfants. Attendez quand on va procéder à leur nomination. Vous allez voir comment, directeur de cabinet, c'est son cousin, ou Parsec, c'est sa nièce, ou tel protocole, c'est elle. Et nous pensons que avoir cette tractation de tout le monde pour aller au gouvernement, ça n'a rien à faire avec les peuples. Si vous voyez, moi je me pose là, ce matin quand je venais sur le boulevard, il faut voir des immondices jetés à même les macadams. Sur le boulevard de assainir la ville. On ne sait pas, est-ce qu'il y a... Nous se concentrer sur la répartition des postes. Ce pays n'a pas de chance vraiment. Je prends l'avenue sur laquelle j'habite, l'avenue Ngouma, donc vous montez vers Saint-Luc. Impraticable. On peut y rester. Le gouverneur de la ville passe par là. Emprunte cette avenue. Des présidents de l'Assemblée. Ceux qui est en train de se battre pour l'Assemblée, il passe sur la même avenue. Impraticable. Est-ce qu'on peut vraiment dire que nous avons encore des politiciens dans ce pays qui se battent pour le bien-être du peuple et surtout pour le développement de notre pays? Tous se battent pour avoir des postes, avoir de l'argent. Ils craignent d'aller au chômage. Mais rien de combat pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Donc, ils se battent pour avoir leur pain, pour gagner leur pain, pour qu'ils se maintiennent, que leurs enfants, que leurs familles continuent à se retrouver. Et c'est que nous aussi, nous n'allons pas cette fois-ci accepter. Le président de la République, dans son dernier mandat, il doit savoir que les peuples ouvrent l'œil et les bons. Et il est seulement en train d'attendre le voir agir, les voir signer l'ordonnance normale, les prochains membres du gouvernement. Nous devons vraiment sentir un grand changement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que ça ne va pas. Et que les gens qui seront nommés ne soient pas seulement nommés pour assouvir les appétits de leur parti ou regroupement politique. Que ce soit des personnes vraiment consciencieuses, à des compétences avérées, pour essayer un peu d'aider le président de la République quand même à donner une autre image que celle qu'il est en train d'être attribuée aujourd'hui par la population. Vous attendez un grand changement en termes des personnes qui seront nommées ou en termes de gouvernance? Parce que s'il faut parler du profil ou de l'identité de ceux qui seront nommés, c'est pas les deux à la fois. Pratiquement les mêmes personnes. Les deux à la fois. C'est les Bahati qui seront encore là, les Camérés, les Nicolas Kazadi. Si, par exemple, on reprend des personnes qui ont bien travaillé dans les gouvernements précédents, dans les institutions passées, vous venez de parler de Bahati, parlons-en. Bahati, quand même, s'est distingué au Sénat. Nous avons des témoignages de fonctionnaires à l'Assemblée. C'est faux. Au Sénat, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Nous avons essayé. Nous avons essayé, Monsieur Hervé, nous avons essayé de fouiner là-dessus. Il y a les syndicalistes, encore la délégation syndicale attitrée qui est passée pour soutenir, pour louer les prouesses du professeur. Il serait membre de la FDC. Non, les fonctionnaires n'ont pas de parti politique. Les fonctionnaires sont apolitiques. Il ose faire une déclaration comme ça, on va lui ouvrir une action disciplinaire. Donc, si quelqu'un dans les gouvernements passés, comme Liaou, comme José Panda, comme Bahati dont vous avez
à qui vous avez fait allusion. Bahati, c'est quelqu'un quand même, quand il est au pouvoir, on sent qu'il n'est pas là pour chercher l'argent, parce qu'il a déjà l'argent. Hein? Il a créé des entreprises sur toute l'étendue de la République. Il reste à l'Assemblée nationale comme simple député. Mais oui! Mais qui puisse mandater. Nous voulons que Bahati, je pense que vous avez prévu ça dans la thématique, on va parler de l'Assemblée nationale. Mais nous pensons que des personnes comme Bahati, qui sont loyales au président de la République, des personnes comme Bahati qui prouvent à suffisance un sens élevé de management, un sens élevé de leadership. Au Sénat, il a prouvé. À l'économie, quand il était ministre de l'économie, il a prouvé. Au travail, quand il était ministre du travail, il l'a prouvé. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis de la même province que Bahati. Si je vous dis les entreprises qu'il a créées, au nord Kivu comme au sud Kivu, même ici, et dans ces entreprises, il donne de l'emploi aux jeunes, aux Congolais. Moi, je pense que des personnes comme Bahati, ce sont des modèles à la trempe de Matata Pogno, qui investissent au pays et dont leurs investissements profitent aux tiers, profitent aux Congolais en leur donnant de l'emploi. Donc, la taille du gouvernement, où le président de la République va se baser non seulement aux personnes, mais aussi à la gouvernance. Si quelqu'un comme Nicolas Kazadi, vraiment, si le président de la République nomme encore Nicolas Kazadi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions lui applaudir. Non, nous n'allons pas applaudir quand même. Vous reprochez la nomination. Nicolas Kazadi semble vrai. Non, Nicolas Kazadi. Il est présenté à ce jour comme le meilleur ministre des Finances. Cette fois-ci, si Nicolas Kazadi ne fait pas la prison, nous comprendrons réellement que le pays n'a pas de justice. Papa, un forage à 290 000 $, un forage qui s'évalue aujourd'hui à Kinshasa à 2 000, 4 000, et largement à 10 000. Est-ce qu'on peut haïr son pays jusqu'à ce niveau? Un forage, 290 000 $. Moi, je pense que Nicolas Kazadi, on a appris qu'il a fui le pays. Non, il n'a pas fui. On a appris ça parce qu'il il est introuvable. Il a réagi hier sur son compte Twitter. Il a promis de passer dans tous les médias où il est cité pour faire son droit de réponse et éclaircir l'opinion. Il va contredire le communiqué de son cabinet qui affirme que les études faites ont prouvé que les forages s'évalueraient d'après cette société qui a gagné les marchés de gré à gré encore à 290 000 $. Il peut nous prouver ça. Un lampadaire à 5 000 $. Nicolas Kazadi doit cesser de narguer les Congolais, doit cesser de blaguer avec les gens. Un forage, c'est 4 000. Même si on pouvait surfacturer, Hervé, allez même jusqu'à 50 000. Surfacturer même à 50 000. On peut comprendre. Pourquoi il faut même surfacturer? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils en ont déjà en abondance. Mais à 290 000, je pense que c'est... Nous sommes en train seulement d'observer, voir si Mvonde, c'est Mvonde, Firmin Mvonde va aussi ouvrir l'œil sur Nicolas Kazadi, comme il les ouvre, comme il l'ouvre chez d'autres, chez Matata, pour constitutionnels et autres, qui s'investissent pour traquer les gens des autres camps. On veut voir Nicolas Kazadi passer devant la barre, nous expliquer comment a-t-il passé le marché où 80 millions. Kamera a fait la prison, on le suspectait d'avoir détourné 50 millions, 55 millions. Mais Nicolas Kazadi a déboursé 15 millions pour les lampadaires, 80 millions pour les puits, pour les forages, ça fait 95 millions de $. Aucun lampadaire, on nous parle de 10 forages seulement. 10 forages seulement. Installés où? On nous parle, je parle de on nous parlerait d'ailleurs de 10 forages. Mais jusque-là, aucun forage. Les 95 millions, Nicolas Kazadi doit passer devant la barre, expliquer où sont partis cet argent des contribuables congolais. 95 millions, tu sais, ça peut payer combien de fonctionnaires? Aujourd'hui, le 18 avril, les fonctionnaires ne sont pas encore payés les mois de mars. Et vous voulez que ces fonctionnaires-là applaudissent et disent que Tshisekedi est en train de bien travailler alors que son prédécesseur, déjà les 20, les 25 au plus tard, ils sont déjà payés. Avec un budget de 4 milliards, les 25 au plus tard, les fonctionnaires sont payés. Avec un budget de 16 milliards, les 18, les 48, les fonctionnaires ne sont pas payés.
Je pense que Nicolas Kazadi, on l'attend. S'il n'a pas fui, on a appris qu'il aurait pris son exil. Moi, je le conseille de rester là-bas pour bien manger son argent. Il a promis de regagner le pays et on l'attend. De répondre à toutes ces accusations. On l'attend. Très bien. Est-ce que Nicolas Kazadi n'a-t-il pas bénéficié aussi de la largesse et du laxisme du Premier ministre Samalou Kondé? Parce que le décaissement des fonds suit une ligne budgétaire très bien tracée. Comment on peut décaisser des fonds sans toutefois respecter la ligne budgétaire? On décaisse des fonds en procédure d'urgence. Parfois, parfois il va puiser ailleurs, selon ce qu'il a dit avant son voyage sur Top Congo. Il est obligé d'aller puiser ailleurs sans toutefois recourir à la ligne budgétaire. Est-ce qu'on peut décaisser les fonds de cette manière? Je pense que, M. Hervé, je venais de le dire, on n'a pas de politiciens dans ce pays. Les politiciens que nous avons ici sont là juste pour assouvir à leur soif, à leurs intérêts. Comment on peut sortir beaucoup d'argent? Nous avons appris l'IGF parler de patrouille financière. Un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que l'argent ne sorte, l'IGF doit mettre son œil pour savoir si cet argent va où et pourquoi. Est-ce que l'IGF était ensorcelé pour ne pas procéder à la patrouille financière? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui est vrai, ou tout ce qui serait vrai, c'est que Nicolas Kazadi n'a pas bouffé cet argent lui-même. Il a la bénédiction de sa hiérarchie. De sa hiérarchie, parce que c'est inconcevable. Ça ne peut pas s'expliquer. Donc, si Nicolas Kazadi a des enchères, c'est parce qu'il sait qu'il est protégé. Protégé par qui? Un adage chez nous dit que si vous voyez un chien perché sur un arbre, il ne faut pas les provoquer parce qu'un chien ne grimpe pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, son propriétaire est à côté, qui l'a mis là-bas. Nicolas Kazadi, ce qu'il a en fait là, il a la bénédiction de ceux qui, on ne sait pas de qui, de Samalou Kondé peut-être, mais qu'il ait la bénédiction ou pas, devant la barre, il va expliquer avec qui il a bouffé. On a fait venir Kamer devant la barre. Alors que Kamer n'avait rien signé. Lui, en tant que simple directeur de cabinet, il était interpellé. Et combien à forte raison, un ministre des Finances, l'argentien de la République, c'est lui qui doit veiller pour que les derniers contrôles pour que l'argent ne sorte. Au budget, on peut commettre des défauts à la DTO dans la chaîne des dépenses. Et lui, de l'argent comme ça, on nous a dit que ça ne passe pas par la chaîne des dépenses. Ça fait quand même... De gré à gré et en paiement d'urgence. Mais ça fait quand même... Quelle urgence pour sortir 15 millions? Ça fait quand même beaucoup de forfaits. Francophonie, d'après lui-même, le budget initial était de 80 millions, mais on est allé jusqu'à 300 millions. Et puis c'était un jeu de ping-pong entre lui et le président des c'est parce que la justice est clémente envers les gens de l'Union sacrée. Ça fait quand même trop. Elle est clémente. Comment une autre information qu'on nous a livrée. Vous savez qu'au départ, la francophonie devait coûter 60 millions. Donc il a dit récemment c'était 80 millions. Comment de 60 ou 80 millions à 320 millions? Et aujourd'hui, les gens qui ont presté à la francophonie ne sont pas payés. Vous avez vu quelqu'un qui a fait un sit-in dans le cabinet de Nicolas Kazadi. Le président du comité organisateur. Nicolas Kazadi, c'est un phénomène. Hein? Nicolas Kazadi, c'est un phénomène. Donc, sincèrement, si la justice ne nous interpelle pas, Monsieur Nicolas Kazadi, l'excellence Kazadi, pour juste qu'il explique comment un forage peut aller à 290 000 dollars au lieu de 10 000, au lieu de 4 000. Quelle surfacturation! Un lampadaire, 5 000 dollars, 15 millions seraient sortis. Mais aucun lampadaire. 80 millions pour le forage, sorti. Aucun forage. On parlerait de 10 forages. Qu'on ne sait même pas identifier s'ils sont localisés où. Moi, je pense que Nicolas Kazadi en a fait de trop. On vient de nous dire que quelqu'un aussi a été indemnisé depuis l'époque des musées. On lui a payé ces 23 millions. Exact. Ah, Nicolas Kazadi, tu ne peux pas vraiment
pardonner le peuple congolais. Tu ne peux pas avoir pitié du peuple congolais qui souffre. Vous sortez des millions de dollars. Il serrait de sa famille, les messieurs. Des millions de dollars. Voilà une dette déjà oubliée parce qu'il sait qu'il a des pourcentages dedans, il sort directement parce qu'il a des rétrocommissions, il sort 23 millions. 23 millions. Calculez maintenant, 23 millions, plus 15 millions lampadaires, plus 80 millions de forages. Ça fait combien de millions? Très bien. Alors, dans ces explications sur les... Nicolas Kazadi a dit, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, si vous pouvez aider les peuples congolais, Nicolas Kazadi a dit qu'il ne rentre plus à la tête du ministère des Finances. Parce que s'il rentre, je vous dis, il est l'homme, il est l'acteur principal de ceux-là qui sont en train de jeter en pâture votre gouvernance. Nicolas Kazadi n'est pas un bon collaborateur. La manière dont un ministre, regarde Sele Alagoud, quand il était là, tu as un jour entendu des millions sortir comme l'époque de Nicolas Kazadi. Tu as avant Sele, c'était qui? C'était Henri Yav. Tu as un jour entendu des millions en train de sortir comme ça. Et là où moi je me pose des questions, ces politiciens, est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir cet argent et faire en sorte que ça ne fuite pas? Parce que peut-être les autres ministres des Finances sortaient de l'argent, mais faisaient tout pour qu'il n'y ait pas de fuite, il n'y ait pas de traces. Mais ça énerve. Très bien. Ça nous énerve. Alors, dans ces explications sur les différents décaissements des fonds qu'il a opérés, Nicolas Kazadi charge indirectement le président de la République qui a créé énormément de structures au niveau de la présidence de la République et ces structures sont prises en charge par l'État. Et d'après Nicolas Kazadi, ces structures pour certaines, ne sont pas prises en compte dans la ligne budgétaire et il est allé d'opérer même un miracle. Il faut aller toucher un peu partout pour servir ces différentes structures. Est-ce que Nicolas Kazadi n'a-t-il pas raison d'accuser aussi indirectement le chef de l'État qui sème un peu de la zizanie dans la gestion de la chose publique ou dans les trésors publics? Nicolas Kazadi va expliquer ça devant les cours et tribunaux. Il doit nous dire qui lui envoie, qui lui donne l'audace de retirer des millions d'argent du trésor public, l'argent du contribuable congolais. Les peuples souffrent. Vous savez comment à Goma les gens souffrent? Les déplacés n'ont même pas à manger, mais 80 millions sont sortis. Pourtant, on a vu Vital Kamerhe aller commander 6 millions de dollars auprès des Arabes. Quand j'aborde cette question, je suis très énervé. Très énervé. On manque 6 millions de dollars pour aider nos propres compatriotes. Vraiment, ça ne peut pas s'expliquer. On a 300 millions à volatiliser comme ça. 300 millions pour la francophonie. Bon, qu'est-ce que nous avons gagné? Après la francophonie, la République a gagné quoi? 300 millions. On donne quelle image à l'échiquier international? On nous dit on manque 6 millions pour aider les déplacés de guerre, mais on dilapide comme ça 300 millions. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a atteint 10 milliards de la dette publique. Je pense que ces 10 milliards, c'est Kazadi lui-même qui a ça. Ces 10 milliards n'ont pas servi la République. C'est lui-même, papa. Comment ça? Bon, ces 10 milliards ont fait quoi? Parce que dans tous les dossiers Kazadi, moi je pensais qu'il pouvait... les procès ici sans l'information. Je pensais qu'il allait nier l'information relayée par votre confrère qui parlait de... Mais quand j'ai vu les communiqués de son cabinet qui étale, d'ailleurs, le communiqué là nous dit que d'ailleurs, au début c'était 290 quelques, mais lui il a rabattu à 230 quelques. Est-ce que Nicolas Kazadi nous prend pour des idiots vraiment? Un puits à 230, même s'il a rabattu 230 000, un forage. D'abord, est-ce que ce projet a été débattu en Conseil des ministres? Si oui, est-ce qu'on a mené des études en amont pour évaluer cela? Monsieur le journaliste, ça n'a pas été débattu. On nous parle des marchés de gré à gré et signé en procédure d'urgence. C'est-à-dire que ces gens savent qu'il y a des dossiers dont les montants sont consistants. Et que dans des dossiers comme ça, pour qu'il fasse passer ça, très bien, il doit avoir une rétrocommission dedans. Dans les 23 millions qu'il a sortis pour son frère, là, vous savez, il en a eu combien? 50% de cet argent. Si c'est 23 millions, il a au moins 10 millions ou 11 millions.
Dans les 80 millions sortis pour les puits, pour les forages, vous savez, il en a eu combien dedans? Nicolas Kazadi, monsieur le procureur Firmin Mvonde, nous attendons votre impartialité dans les détournements orchestrés par le ministère des Finances. On attend ça. On va parler de l'Assemblée nationale. Qu'il cesse de charger le président de la République en disant que non, il a mis des structures. Il respecte parfois lui, pas il est argentien. Budgétaire. C'est lui il est contraint d'aller puiser. Il va dire ça devant la barre, que c'est le président qui lui a demandé de faire ça. Comme ça, nous saurons que l'ennemi de la République, ce n'est plus Kazadi, c'est sa hiérarchie. On va parler de Kazadi doit cesser de blaguer avec le peuple. Parce que nous avons vu les villas qu'il est en train de se construire. Tout ça avec l'argent du contribuable. Non, nous avons vu, papa, il n'existe pas de fumée sans feu. Rien n'est prouvé que ce bâtiment appartient réellement au ministre des Finances. C'est à lui. On aurait dit que c'est pour lui. On aurait dit. Très bien. On va parler Assemblée nationale. Mais une dernière question sur la formation du gouvernement. Comment accorder les violons à ces jours entre ceux qui prônent la réduction de la taille du gouvernement et ceux qui pensent qu'il faut élargir la taille du gouvernement? Bon, nous, notre position, nous, en tant que peuple, on doit réduire la taille du gouvernement. Parce que plus on élargit, plus ça demande beaucoup d'argent. Pourtant, on est en train de pleurer ici que la République n'a pas d'argent. Mais est-ce que la République n'a pas réellement d'argent? Parce qu'à entendre tous ces détournements, ça pousse quand même à réfléchir deux fois. C'est la question que nous nous posons. Est-ce que vraiment nous manquons réellement l'argent, ou les acteurs politiques ou les gouvernants font preuve de mauvaise foi? Mauvaise foi. Donc on peut même les appeler des sorciers. Ce sont des sorciers. Comment on peut manquer d'argent quand 80 millions sont sortis comme ça? On n'a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, on n'a pas d'argent pour aider les déplacés des guerres, mais on a de l'argent à détourner. La taille du gouvernement au président de la République, le message est unique. Le président de la République avec la première ministre travaillaient là-dessus pour que, la majorité des ministres sortants ne reviennent pas. Ceux qui ont brillamment prouvé leur insuffisance, qui ne reviennent pas. 2, qu'on amène de nouvelles têtes, des têtes quand même pensantes, des têtes qui peuvent innover, qui peuvent prouver, amener une nouvelle touche dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Est-ce que dans l'Union sacrée, ces oiseaux rares existent? Il y en a, mon cher. Il y en a. Je vous dis, dans l'Union sacrée, il y a beaucoup d'hommes et de femmes incompétents qui peuvent soulager. Prenons Matata. Qu'on ramène Matata au ministère des Finances. Qu'on ramène Moukoko Sambo au ministère du Budget. Vous allez voir comment les choses vont marcher. Qu'on ramène Matata, qu'on ramène Moukoko Sambo. Tous sont de l'Union sacrée. Qu'on ramène Eliaou. Matata ne fait pas partie de la plateforme au pouvoir. Matata a été consulté. Il a été consulté. C'est fait consulter. Il n'a pas donné son avis. Jusque-là, nous n'avons pas suivi sa déclaration niant qu'il ne serait pas actuellement de l'Union sacrée. On n'a pas suivi ça. Donc, nous continuons à penser que Matata est déjà proche du pouvoir. Merci. Et si, pour le bien du peuple, pour le bien de la République, Matata, c'est un fils de ce pays qui a prouvé lors de son mandat qu'on pouvait encore mieux faire pour son pays. Qu'on les ramène au ministère des Finances et qu'on nous enlève M. Kazadi là-bas. Le président a promis de corriger les erreurs du passé. Alors, comment éviter cette fois-ci des cas de détournement? Parce que ce n'est que le deuxième mandat qui vient de commencer, mais il y a déjà un cas flagrant. Comment éviter les détournements? Il y a la patrouille financière de l'IGF, mais des gens développent toujours des mécanismes pour contourner cela. En tout cas, qu'est-ce qu'on l'a ensorcelé? Qu'est-ce que le président doit faire? Qu'est-ce que l'inspection générale des finances doit faire? Qu'est-ce que la Cour des comptes doit faire pour verrouiller tous ces mécanismes qui visent à détourner de l'argent? Je pense que la meilleure procédure, c'est d'appliquer toujours la chaîne de la dépense. Vous savez, si ces dossiers de forage étaient passés à la chaîne des dépenses, il y a des services là qui devaient étudier. On voit, un forage à 290 000. Ils ne pouvaient pas faire passer ça. L'ordre ne pouvait pas faire passer. C'est pourquoi on a mis la chaîne de la dépense. Pour que, si au budget, on a fait passer un dossier,
Lorsque ça passe dans tous les circuits, il y a quelque part où on va... là où les gens vont faire l'étude, ils vont dire non, un forage ne peut pas aller à 200 000, ça peut aller à 10 000, ça peut aller à 50 000. Et là, on va dire, vous devez reprendre les dossiers, vous devez corriger les dossiers. Ça, c'est la première chose. Que tous les dossiers sensibles respectent toujours la chaîne de la dépense. Très bien. Ça, c'est deux. La patrouille financière de l'IGF, qu'elle soit activée à tous les plans. À tous les plans. On a vu l'IGF dénoncer la fois passée le dossier de la francophonie. Tu as vu comment Nicolas Kazadi s'est en pris à l'IGF très violemment. Je ne sais pas si on l'a ensorcelé cette fois-ci pour que les contrôles a priori ne fonctionnent pas jusqu'à défalquer un montant si important comme ça pour rien. Et voilà, Chile Gelou a pris autant de millions. Voilà, encore Nicolas Kazadi avec la francophonie. Donc, c'est toujours des millions qui sortent. Donc, pour qu'on puisse freiner cette hémorragie, le respect de la chaîne de dépenses, la passation des marchés. Pourquoi les gens veulent toujours passer par des raccourcis en procédant par des marchés à gré? C'est pour bien sûr justement fuir les circuits là. Parce que si vous passez par la passation des marchés, le marché va étudier. Et en étudiant, on va dire non, ça ne peut pas passer. C'est beaucoup, on a surfacturé. Et si le marché a fait passer, quand le dossier part maintenant dans la chaîne de dépenses pour qu'on débloque les fonds, à la chaîne de dépenses, à un certain niveau, au niveau de la direction de la trésorerie, on va dire non, ça c'est faux, ça ne peut pas passer. Merci. Mais donc, que le président de la République refuse d'abord les marchés de gré à gré, qu'on respecte la procédure de passation des marchés publics et que tous les dossiers qui concernent un paiement de montants importants, que ça passe par la chaîne de dépenses et avant le paiement à la banque, que l'IGF mette son nez dedans. Qu'ils puissent voir, est-ce que ce montant alloué, est-ce qu'il correspond au travail ou à la demande ou à l'offre qu'on veut offrir à la République. Très bien. Voilà. Alors, comment doit se comporter la justice face à des cas de détournement? On sent une passivité au niveau de la justice lorsqu'il faut traiter des cas de détournement, mais par contre c'est la même justice qui s'active avec célérité lorsqu'il faut traquer les opposants, lorsqu'il faut traquer les journalistes, alors qu'ici on parle du trésor public, l'argent qui pouvait servir à la construction des routes par exemple, à l'électrification de certaines villes, c'est de l'argent dilapidé comme ça. Voilà pourquoi le président a dit que la justice est malade. Est-ce que pour un cas comme ça de flagrance, il faut que Firmin Vonde attende les instructions du président de la République pour qu'il puisse directement passer à l'instruction? La justice doit élever la nation. C'est ça ce qu'on dit. C'est la justice qui élève une nation. Et une justice qui élève une nation doit être une justice indépendante, impartiale. Qui que vous soyez, dès que vous êtes pris dans les pièges, vous devez être frappé au même titre, même si vous êtes l'enfant du président de la République. Donc la justice ici, nous on attend que Nicolas Kazadi rentre au pays. Si réellement il n'a pas fui, on attend qu'il rentre. Et dès qu'il rentre et qu'on voit que la justice n'a pas activé pour que Kazadi passe expliquer aux Congolais. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui est accablé par des faits de détournement de quitter le territoire national? Si c'était Matata, alors à l'aéroport international de Njili, on a vu plusieurs fois les journalistes être interpellés parce qu'ils étaient poursuivis par la justice, des opposants plusieurs fois, les cas de Salomon, cueillis comme un malfrat, parce qu'ils devaient répondre aux accusations de la justice. Mais ici, il y a quelqu'un sur qui pèsent des faits accablants, des détournements. Mais il quitte facilement le pays comme ça. Comment ça peut s'expliquer? Moi, je pense que si c'est ça l'union sacrée, je ne vais pas faire longtemps dans l'union sacrée. Parce que, en tout cas, on ne peut pas accepter que les gens fassent des histoires impossibles comme ça. Si c'était Matata, il n'allait pas quitter. On a vu comment on a accueilli Boujaker à l'aéroport, Salomon à l'aéroport. Et lui, le cardinal Immobilier récemment. Kabouya va nous dire que lui aussi, il a sauté, il a quitté en catimini comme Kabila. Il est passé par l'aéroport. Et on attend que M. Kazadi rentre pour qu'il explique aux Congolais. On attend M. Firmin Vonde, de la même manière qu'il a eu de la vitesse pour traquer les présumés tricheurs aux élections.
on va avoir... On cherche des preuves maintenant. On va les voir aussi traquer Kazadi, qu'ils nous montrent, qu'ils disent aux Congolais, cet argent est parti où? Aucun forage, peuple congolais, aucun forage jusque-là, aucun lampadaire. 15 millions pour les lampadaires, 80 millions pour les, merci pour beaucoup. Les forages. Blocage dans la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mbosoko dit a appuyé sur l'accélérateur. Question de nous donner ces bureaux définitifs. Une commission a été mise en place depuis hier. La répartition des postes a été faite. L'Union sacrée s'est accaparée des 6 postes sur les 7. L'opposition n'aura que le poste des rapporteurs adjoints. L'opposition revendique aussi la 2e vice-présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce possible d'avoir ces bureaux définitifs avant la sortie du gouvernement, tel que promis par Christophe Mbosso lorsqu'il a été reçu par la première ministre? Merci beaucoup. Je pense que Pépé Mbosso, avec tout le respect que nous lui devons, doit mettre en tête que 2 institutions ne peuvent pas être attribuées à une même communauté. On a déjà une première ministre du Congo central. Du Congo central. Qui dit Congo central parle de Kikwit, n'est-ce pas? C'est presque la même, de l'Ouest, c'est ça? Exact. Donc, Mbosso 1, il a quel poids politique? Mbosso, nous avons appris qu'il a 2 ou 3 députés. Non, d'après son communicateur que j'ai reçu en début de semaine, comment ça s'appelle, CRD et ses alliés comptent 33 députés. Et ils sont, je pense, il a débauché peut-être. Il a débauché peut-être les députés. 3e ou 4e force politique. Non. Nous avons vu dans tous les rapports que nous avions vus, actuellement, c'est Sama Lukonde qui passe en tête. Après l'INC, d'après les rapports que la première ministre nous a fait, on a publié dans les réseaux sociaux. Après les formateurs, tout ça, il y a Sama Lukonde, son regroupement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a Kamere, il y a Bahati et les autres suivent. Moi, je n'ai pas vu CRD là avec 33 députés. Même si le CRD pouvait avoir 38, admettons. Le fait qu'on ait attribué la primature à leur communauté, je ne pense pas, dans la politique de la géopolitique, c'est inacceptable qu'on donne la primature et la 2e institution de la République à une seule communauté. Donc pour Mbosso, moi je pense que Mbosso doit d'abord, ces critères-là, les cartes déjà. Actuellement peut-être, les gens qui peuvent être en course, c'est Bahati et Kamer. Et moi personnellement, si on me demandait mon avis, je pense que Bahati l'emporterait sur Kamer à l'Assemblée nationale. Sur quel point par exemple? Bon, mon cher, Kamere, nous sommes de la même province. Kamere, depuis qu'il est aux affaires, je ne sais même pas s'il a une maison dans le sud Kivu. Je ne sais pas s'il a une maison là-bas. Je ne sais pas à combien de jeunes à qui Kamere a déjà donné du travail. Je ne sais pas. Mais à Modeste Bahati Lukwebo, on sait les découvrir. Quand il était au Sénat, beaucoup de jeunes, beaucoup de nos frères ont eu l'occasion de se retrouver dans des ministères, dans des postes. Là, chez nous, en province, il a créé des entreprises, comme je l'ai dit tantôt, pour donner du travail. Non seulement ça, sur le plan maintenant cognitif, savoir, je pense que Bahati n'a pas démérité au Sénat. Nous avons vu comment il a dirigé les débats avec efficience, avec efficacité. Et ceci, je pense que l'emporte sur Vital Kamerhe. Kamerhe aussi, on ne dit pas qu'il est médiocre. Mais sur le plan social, nous, en tant que jeunes Kivusiens, nous aimerions voir Bahati Lukwebo à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que s'il est à l'Assemblée, je pense la province du Sud Kivu va encore se développer mieux. Ah, il sera président de l'Assemblée nationale, rien que pour... Kamerhe l'a déjà été, nous n'avons rien vu, à part peut-être la direction des débats, tout ça, mais sur le plan pratique, nous n'avons rien vu. Si Modeste est reconduit ou est
amené à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y aura une tête à l'Assemblée nationale qui va faire mieux que Mbosso, qui va faire mieux peut-être que l'ancien Janine Mabunda. Parce que au Sénat, il a démontré quand même qu'il était professeur réellement, qu'il pouvait mieux faire. Et donc Mbosso, nous devons le mettre de côté. Mais pourquoi? Il semblait que c'est le plus loyal de tous d'ailleurs. Il n'a pas les ambitions, ou il n'a plus les ambitions de devenir président de la République. Il ne fera pas ombrage au chef de l'État. Il ne va pas se comporter en opposant du président de la République, d'après certains. Est-ce que c'est ça les critères? Quels sont les critères pour être à l'Assemblée nationale, comme président à l'Assemblée nationale? Il y a deux critères. Premier critère, c'est la géopolitique. Deuxième critère, pour moi, il faut avoir un poids politique. D'après les dans l'ensemble, on parle de la les députés nationaux, de l'expérience. Les députés nationaux provinciaux combinés, Bahati est la deuxième force après l'IDPS. Députés nationaux provinciaux combinés. Si on parle de la compétence, je ne vois pas de ces trois quelqu'un qui soit plus compétent que Bahati Lukwebo. Entre Mbosso, Kamere et Bahati Lukwebo est de loin plus compétent que les tous. Si on parle de la loyauté, je pense que Bahati Lukwebo est plus loyal que tous. Ah bon? Oui, plus loyal que tous, jusqu'à présent. Parce que... Mais vous parlez d'un Vital Kamerhe qui a accepté de s'effacer en 2018 au profit de Félix Tshisekedi pour qu'il soit candidat président. Attendez, vous parlez d'un Vital Kamerhe qui a accepter que l'accord de Nairobi ne soit jamais appliqué. Vous parlez d'un Vital Kamerhe qui a reçu toutes les promesses jamais réalisées, mais qui est resté toujours attaché et loyal au président de la République. Attendez que Vital Kamerhe manque le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là que vous verrez qui il a manqué la primature, il n'en a jamais fait un problème. Moi, je vous dis, attendez, vous allez seulement les juger. À partir de là, s'il n'est pas désigné comme candidat de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale, bon, c'est à ce moment-là qu'on va les juger, on va voir sa position. Mais pour le moment, moi, c'est mon opinion, je pense que le président de la République peut, parce que vous savez le rôle que Bahati a joué en 2018-2019 pour... quel rôle? Pour que Mabunda, pour que Tambo Mwamba puisse partir. Si Bahati n'avait pas pris le courage à l'époque, parce qu'il était parmi les premiers qui avaient dit non à JKK pour dénoncer la caporalisation des institutions. Le premier à traverser, c'était lui. Et derrière lui... Et en traversant, il avait trouvé déjà un Vital Kamerhe, loyal et fidèle. Oui, Vital Kamerhe, dès lors que... qui a fait même la prison. Maintenant, là, nous ne pouvons plus faire allusion aux accords de Nairobi, parce que le premier mandat qui était impacté par cet accord a déjà pris fin. Et de son gré, il avait accepté de devenir directeur de cabinet, voyant les enjeux politiques de cette époque-là, parce que la coalition FCC cash devait être en symbiose avec le FCC. Donc, il était obligé de rater la primature, et pour l'intérêt supérieur de la nation, il avait accepté de devenir DIRCAD. Maintenant, pour le moment, nous sommes dans un autre mandat. L'union sacrée n'est plus un truc de Vital et Félix seulement. Non, non. L'union sacrée a déjà mis fin au terme, aux clauses qui avaient sanctionné l'accord de Nairobi. Donc, l'union sacrée a mis fin à l'accord de Nairobi. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est la nouvelle plateforme du président de la République où il y a plusieurs sociétaires, dont le Sama Lukonde, les Bahati Lukwebo. Et pour moi, si le président de la République pouvait écouter ma petite voix, s'il a besoin de quelqu'un qui est loyal, qui ne va pas l'entraver dans sa gouvernance, dans ses démarches, je pense Bahati Lukwebo, avec ce qu'il a fait au Sénat, il peut mieux faire à l'Assemblée que tout le monde, que Kamerhe, que Mbosso. Et nous ne disons pas que Kamerhe, lui, est médiocre ou il a démérité, non. Mais vu les enjeux politiques de l'heure, je pense qu'un candidat mieux que Bahati Lukwebo à l'Assemblée nationale, je ne le vois pas. Très bien. 4 mois pratiquement depuis que le président a prêté serment, les institutions peinent à se mettre en place.
Est-ce qu'on peut espérer que les dossiers ou la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale puisse s'accélérer? Question des facilités aussi, la sortie du gouvernement, sa présentation et son adoption ou l'adoption de son programme, bien évidemment, au niveau de l'Assemblée nationale afin de mettre déjà le pays sur les rails. Bon, moi je pense que rien jusque-là ne peut encore empêcher que le bureau définitif de la... C'est la répartition des postes. C'est ça, c'est ça toujours. Tout ça, ce sont les manœuvres du président du bureau d'âge. C'est pas aussi pour rester à la tête. Ça, ce sont des manœuvres du président du bureau d'âge, Pépé Mbosso, qui ne veut pas du tout lâcher le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourtant, moi je le vois déjà perdant. Mbosso, je le vois déjà perdant. Et moi, je conseille à Pépé Mbosso de se reposer. Merci. Laisser Bahati Lukwebo concourir pour ce poste de président à l'Assemblée nationale. Je conseille aussi au président Vital Kamerhe, je le conseille aussi de devenir même vice-premier ministre à l'économie comme il l'était, ou au budget. Je pense qu'il peut mieux faire là qu'à l'Assemblée nationale. Parce que les époques ne se ressemblent pas. Très bien. En 2006, il a bien fait. Il a fait déjà son époque. Il peut passer. Merci. Bahati aussi, qu'on lui donne la chance en 2024 ici, qu'on lui donne la chance d'être à la destinée de l'Assemblée nationale, voir si ce qu'il a fait au Sénat, il peut aussi répercuter ça à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas envoyer même Sama Lukonde diriger l'Assemblée nationale? Parce que les trois, il sera peut-être difficile de les départager. Moi, je pense que Sama Lukonde, pour son honneur, si moi j'étais Sama Lukonde, je devais rester un sénateur simple. Je désigne les autres membres de mon regroupement. Il est candidat sénateur, pour les moments député national. Oui, soit je reste député, s'il a la chance de passer comme sénateur. Si moi j'étais Sama Lukonde, il a déjà tout ce que les hommes peuvent chercher à avoir. Mais il fera un bon président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Parce qu'à la primature, il a fait quoi? Parce que pour qu'il soit un bon président à l'Assemblée nationale, 16 milliards, mais qu'on ne voit pas, papa. Les 16 milliards doivent se sentir. Les 16 milliards, on doit les sentir dans les vécus quotidiens de la population. Qu'ils soient ces zéro trous. Je viens de vous dire, dès que nous sortons d'ici, passons sur le boulevard, vous allez voir les trous partout, Huilery ici, toutes les routes secondaires. Vous savez que même sur le boulevard, j'ai vu un grand trou. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. On a terminé l'émission. Grand merci. Si on a fini, je voudrais placer un mot. Rapidement. Dans la mise en place des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales ou des élections des sénateurs. Je voudrais vraiment appeler les députés provinciaux du Sud Kivu à jeter leur dévolu sur la personne de Jean-Jacques Pouroussi. C'est la campagne. Non, ce n'est pas la campagne. C'est pas la campagne. Au niveau de la direction. Non, ce n'est pas la campagne. Jean-Jacques Pouroussi, comme candidat gouverneur, je pense il peut mieux faire parce qu'il a fait des preuves au cabinet de Claudine Ndoussi ici au travail. Donc j'appelle, si les députés provinciaux peuvent jeter leur dévolu sur la personne du professeur Jean-Jacques Pouroussi comme candidat gouverneur, je pense que la province du Sud Kivu peut avoir la chance de décoller cette fois-ci. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Merci également à tous les amis de la technique qui nous ont permis d'entrer dans vos salons respectifs. Je vous retrouve demain vendredi pour boucler la semaine avec certainement Yves Bouya qui vient de regagner Kinshasa après son séjour en Europe. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes. Yves Bouya déjà. Est-ce que Nicolas a vraiment de l'âme? Hein, mon cher?